Bonjour, ici Marie-André Lamontagne. Bienvenue donc à cette rencontre littéraire dans le cadre du Festival littéraire Métropolis Bleue de Montréal, Festival littéraire international. Il y a la programmation qui va se dérouler dans les jours prochains, j'allais dire non-stop, avec une programmation très, très riche. L'activité à laquelle vous assistez aujourd'hui, ben, il s'agit d'une conversation littéraire entre deux romanciers que je vais vous présenter dans un instant. Il faut savoir que le Festival Métropolis Bleu a un certain nombre de partenariats avec des organismes, et un de ces partenariats, c'est avec les rendez-vous du premier roman, ainsi qu'avec le Festival du premier roman de Chambéry. Si je précise ces choses, c'est que la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit en partie dans ce partenariat, dans le cadre de ce partenariat. Et vous verrez dans un instant, parce qu'il y a un des deux participants est un primo-romancier. Alors, j'en dirai plus dans un instant. Le titre maintenant, le titre, Le voyage au Congo en 2021. Alors, c'est un clin d'œil à André Gide, qui en 1927 publiait un brûlot, littéralement, intitulé Voyage au Congo, dans lequel il dénonçait les exactions des grandes compagnies concessionnaires à l'endroit des indigènes, comme on disait alors. Et le Congo est-ce qu'il était encore propriété privée? Non, je crois qu'il était une colonie, n'était plus propriété en 1927 du roi Léopold, le roi des Belges. De toute façon, tous ces détails seront abordés au cours de la prochaine rencontre, parce que nos deux invités d'aujourd'hui ont fait du Congo le sujet de leurs romans respectifs. Alors, je vous les présente. Blaise Dalla, Dans le ventre du Congo. J'ai l'ouvrage ici que je vais montrer à l'écran. Donc, Dans le ventre du Congo, paru chez Mémoire d'Encrier. Vous êtes né, Blaise Dalla, en République démocratique du Congo. Vous avez étudié le droit en Belgique, et puis vous êtes installé à Ottawa en 2017, où vous vivez depuis lors. Et ce roman est votre troisième, après J'irai danser sur la tombe de Sangor et Sans capote ni Kalachnikov. Paul Kazak maintenant, Paul Kazak, Ténèbres, voilà, que je montre à l'écran. J'espère bien orienter mon... Voilà. Et c'est paru à La Peuplade. C'est un premier roman, donc le primo-romancier, c'est vous dans cette histoire, mais un premier roman fort remarqué, fort réussi aussi, et dont l'intrigue se déroule en grande partie en 1890 au Congo, justement alors qu'il est la propriété personnelle du roi des Belges, Léopold. Donc, deux romans saisissants, complexes, touffus, riches. D'abord, salutations à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer au Festival Métropolis Bleu. Merci d'être là, Merci virtuellement, de mais bien l'invitation. présent. Bonjour, merci. Donc, ce sera un échange au cours de la prochaine heure. Bien sûr, un échange qui prendra appui sur vos romans, mais qui va, étant donné la richesse de vos romans, qui va nous permettre d'aborder toutes sortes de sujets qui tournent autour du Congo. D'abord, j'ai envie de vous demander, qui d'entre vous deux a lu Voyage au Congo de Gide? On ne va pas faire aujourd'hui l'exégèse de cet essai, mais juste peut-être par curiosité. Paul. Moi, je l'ai lu il y a bien longtemps. Hein. Je l'ai lu, je l'ai encore dans la bibliothèque d'ailleurs, mais je n'ai pas eu le temps de le relire. Mais je l'ai lu il y a, mon Dieu, quoi, une trentaine d'années. Ça fait très longtemps. J'étais au Congo quand je l'ai lu. L'occasion de préciser qu'en fait, Gide parle davantage du Congo-Brazzaville, Oui. étant donné évidemment sa nationalité française et le rapport particulier que la France avait avec cette partie du Congo de l'autre côté de la rive du fleuve Congo, tandis que Paul et moi, évidemment, revenons sur l'autre rive, celle de l'ancienne Congo belge, l'ancien Congo Léopoldville. Ouais. Paul, vous avez lu Voyage au Congo de Gide? Non, non, j'ai pas lu. J'aurais dû, dans le sens que quand j'ai fait ma thèse, j'ai beaucoup lu le rapport de Gide à l'imaginaire d'aventure, parce que je faisais une thèse sur le roman d'aventure, et Gide était central. Donc j'ai beaucoup lu Gide, romancier. J'ai lu Gide théoricien. J'ai lu Gide, ami de Joseph Conrad, mais j'ai pas lu
Voyage au Congo, j'ai dû l'emprunter plusieurs fois à la bibliothèque universitaire et puis des fois on n'a pas le temps, Laurent, etc. Ouais. Donc j'ai tourné plusieurs années autour du texte et je ne suis pas Ouais. rentré dedans. Bon, de toute façon, comme j'ai dit, on ne va pas faire l'exégèse de ce titre qui est un journal de voyage, en fait. Hein, Mm. et c'est ce qu'il faut dire. Et Gide, par là, inaugure une série d'essais engagés, dont le retour du Tchad, retour de l'URSS, suivi de retouches à mon retour de l'URSS. Alors, ce qui m'a paru intéressant dans ce clin d'œil, c'était ce Gide grand bourgeois parisien lettré qui a les yeux dessillés sur la réalité coloniale. Alors, j'ai pensé qu'il pouvait nous servir d'entrée en matière, tout simplement. Et surtout que Voyage au Congo porte la dédicace et dédicacé à Joseph Conrad. Donc, pour vous, Paul Cazac, Conrad est une référence aussi. Il apparaît dans votre roman furtivement là, comme un personnage. C'est un passage obligé, Conrad, s'agissant du Congo? Obligé, c'est jamais obligé, mais disons que, étant donné que dans mon roman, je revisitais un peu la forme du roman d'aventure, qui était une forme qui a été étroitement en fait, liée à l'entreprise coloniale, et entre autres que je revisitais ce qu'on peut appeler le roman d'aventure littéraire par opposition à un roman d'aventure populaire sériel, dont l'inspirateur en France, en fait, Joseph Conrad est peut-être le principal inspirateur de l'écriture d'aventure littéraire en France. C'est un ami proche de Gide, il parlait français. Et via la Nouvelle Revue Française, qui était une revue d'importance à l'époque, il a énormément irradié. Alors, ce qui est intéressant, parce que je sais que Conrad était perçu comme donc à la fois un immense romancier on va dire, dans sa fin de 19e, début 20e, il est mort au début des années 20, il pouvait être perçu même du même égard que Gide comme des personnes un petit peu anticolonialistes. Alors que, et ça je laisserai Blaise développer, quand on creuse, par exemple Gide, comme vous l'avez dit, Gide est un grand bourgeois et Conrad demeure quelqu'un qui aspire à être accepté par disons, la société anglaise, puisqu'il est polonais, hein, immigré polonais. Donc, à la fois, il a pu être lu pour les Occidentaux comme des voix dénonçant la colonisation, mais Blaise m'avait attiré l'attention il y a quelques années voilà, sur le fait qu'on peut tout à fait le lire autrement, notamment Au cœur des ténèbres. Donc, je vais laisser Blaise en s'articuler là-dessus, il a des choses à dire, je pense. Blaise, réaction? On ne vous entend pas. Votre micro, il faut brancher votre micro. Ouais, désolé, je ne l'avais pas activé, effectivement. Alors, ce que j'aurais à dire par rapport à ce que mentionnait Paul, effectivement, parce que moi j'ai une autre lecture de Conrad. Je suis d'ailleurs pas le seul à la voir, parce que comme il le mentionne également, Au cœur des ténèbres en particulier, parce que Conrad a évidemment écrit d'autres textes. On pense par exemple à Un avant-poste du progrès, qui est dans la même veine, mais que d'aucuns considèrent un peu plus incisif sur la question coloniale. En tout cas, moi, je n'ai lu qu'Au cœur des ténèbres, et d'ailleurs, ça ne m'a pas trop donné envie de continuer non plus sur l'œuvre de Conrad, quoi qu'il en soit. Et le Conrad que j'ai lu, et la lecture que j'en ai faite, c'est une lecture beaucoup plus ambiguë que ce qui est présenté généralement par les critiques, principalement occidentaux, mais pas qu'occidentaux. C'est une lecture qui est assez proche de celle qu'avait eue en 1974 le grand romancier nigérian Chinua Achebe, qui lisait lui aussi Au cœur des ténèbres et qui déplorait notamment, il avait des mots assez durs, une certaine déshumanisation de l'homme africain. Mais moi, ce que je constate, c'est que en essayant de retourner le fait colonial contre l'Europe colonialiste, dominateur, capitaliste, dominatrice et autres, Conrad a peut-être par maladresse, ou peut-être parce que c'était l'homme de cette époque, mis en place une présentation essentialisante, plus ou moins régressive et plutôt négative, à la fois de l'homme africain, de l'indigène qu'il présente dans ces livres-là, et aussi de l'Afrique. De l'Afrique noire en particulier, au point qu'aujourd'hui, je vais donner quelques faits significatifs qui montrent à quel point ce regard conradien que beaucoup questionnent a perduré et a donné lieu à des stéréotypes et encore une fois, cette essentialisation. Je prends pour exemple la manière dont l'expression Au cœur des ténèbres, qui dans l'œuvre de Conrad, dans cette œuvre particulière, visait essentiellement, et c'est la ligne qu'il a toujours prise,
a montré comment l'environnement, l'écosystème colonial participait à déshumaniser l'homme occidental et à montrer le pire qui est en lui. C'était ça son parti pris pro-colonial, si on le lit de cette manière-là. Mais ce que je constate, c'est que par le fait et par l'ensemble des représentations qu'il a faites des indigènes, même si la critique porte aussi sur le blanc, on arrive à une situation où finalement, ce cœur des ténèbres-là ne désigne plus du tout le mal qu'il y a dans l'homme et essentiellement dans l'homme blanc. Il désigne principalement un environnement africain qui serait réfractaire au progrès, à la civilisation, comme on disait, et à toute idée d'humanité. Aujourd'hui, quand on convoque l'expression, quand on utilise l'expression au cœur des ténèbres, le cœur des ténèbres, ce n'est jamais pour désigner les Balkans, quand il y avait encore tous les fatras qu'on connaît, ou l'armée américaine agissant dans la pire déshumanisation en Irak, en Syrie ou autre. On parle toujours des faits qui sont liés aux guerres du Congo, à certaines pratiques, à la mauvaise gouvernance du Congo. Donc, il y a une sorte de préemption de l'idée de cœur des ténèbres associée, cristallisée de manière irréversible sur l'Afrique. Et pareillement, pour terminer sur la question des indigènes, le rapport, la manière dont il présente les indigènes, qui n'ont jamais de nom, par exemple, il ne les nomme pas. Il fait un peu ce que Camus fait dans L'étranger. C'est toujours des adjectifs. J'en ai dénombré il y a quelques années parce qu'on a eu une table ronde au Quai Branly en 2018 sur la question. J'en ai dénombré 11 comme ça. Quand ce n'est pas l'animal sur pattes, c'est le cannibale, c'est l'homme, l'australopithèque, c'est autant de qualificatifs qui sont foncièrement dégradants et déshumanisants. Donc, certes, l'entreprise était peut-être partie d'une idée belle de pouvoir présenter le travers du fait colonial dans le rendu qu'il en a fait, eh ben, il a participé, me semble-t-il, à bâtir dans l'imaginaire des Européens qui ne lisaient pas des auteurs africains, qui lisaient très peu des auteurs qui écrivaient autrement. La conception que l'Européen s'est construit à partir de romans d'aventure, y compris au cœur des ténèbres, a été nourrie aussi et principalement par ce classique à travers lequel eh ben, on constate encore une fois que l'Africain est réduit à un peu ce meuble dans le récit qui n'a pas de volonté, qui n'a pas de civilisation, qui n'a pas d'histoire. Et le mot n'est pas avoir d'histoire, il l'utilise dans les textes. Et quand Sarkozy, en 2011, dans les discours que l'on connaît, dit que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire, force est de constater que cet extrait est pratiquement repris, presque mot par mot, dans un extrait d'Au cœur des ténèbres. C'est vous dire à quel point j'ai eu ce malaise et d'où il part. Oui, mais au fond, ce que vous dites, c'est que Conrad, et puis c'est vrai aussi de Gide, dont le préfacier parle de racisme résiduel chez lui, parce qu'il a des mots aussi assez durs à l'endroit des Africains. Donc, ils sont des hommes de leur temps. Ils sont peut-être la pointe progressiste des hommes de leur temps, mais ils participent aussi de leur temps. C'est un peu comme votre personnage, Paul Cazac, Pierre Classe, dont il est dit qu'il est correctement raciste. Que veut dire correctement raciste, au fond, dans le contexte? Je pense que aussi dans la pratique romanesque, il y a différents niveaux d'énonciation et notamment ce qu'on peut appeler des discours indirects et puis notamment l'indirect libre qui ne se manifeste pas explicitement, mais on doit sentir que c'est le point de vue d'un personnage et pas le point de vue de la narration, et encore moins celui de la personne qui écrit le roman. Alors, je partage entièrement ce que dit, bien sûr, Blaise à propos de Conrad, parce que le mal est fait. Ce qu'il ne faut pas oublier Au cœur des ténèbres, toutefois, c'est que c'est quelqu'un qui raconte qu'un homme qui s'appelle Marlowe raconte. Donc, on a un double... Alors, ça n'empêche pas que l'impact de l'œuvre est commis à mal. Mais c'est Marlowe le personnage de Marlowe est un personnage raciste. Donc, Conrad lui met... Est-ce que Conrad était raciste? Certainement en tant qu'homme de son temps. Mais il faut savoir que Conrad aime multiplier les niveaux de lecture. C'est tout le temps quelqu'un qui raconte, qui dit que quelqu'un a raconté, qui dit que quelqu'un a raconté. Des fois, il y en a 5-6 de niveaux de lecture. Et donc, Marlowe lui-même est un stéréotype d'anglais de l'époque. Et en tant que stéréotype d'anglais de l'époque, il a ce côté colonialiste que Conrad, qui lui est polonais, met en scène, en fait. Alors, je ne sais pas ce que Conrad était dans la vie. Je ne pense pas que Conrad était un grand militant
voilà, je veux dire, le racisme était ambiant dans l'Occident. Je vais en revenir à ça. L'importance je pense, l'impact Au cœur des ténèbres a, notamment cette expression de ténèbres, et puis comme Blaise l'a parfaitement expliqué, a été néfaste. Ou en tout cas, sous couvert de grands joyaux littéraires, on a pu dire des choses comme que l'homme africain n'avait pas d'histoire, ou régulièrement, c'est encore une expression qu'on peut retrouver, ténèbres pour le Congo, enfin l'association, elle est régulière. Quelqu'un euh, qui veut un journaliste qui facilement veut faire un papier sans trop se fouler, va peut-être avoir recours à ça, toujours sous le couvert de la grandeur de Conrad. Donc, bien sûr, je ne remets pas en cause ce qu'a dit Blaise pour autant. Alors, correctement raciste, non, ce que j'entends par là, c'est que oui, pour s'intégrer, alors c'est ironique, bien sûr, Bien sûr. pour s'intégrer dans une société raciste, il faut être correctement raciste. Donc, à la fois, je le dis, je pense pour le 19e. Alors, c'est facile disons, d'attaquer les personnes du 19e, il n'en reste plus. Mais on pourrait le dire peut-être pour notre époque aussi. Peut-être qu'il y a une façon d'être correctement raciste, différente, etc., puisqu'on s'intègre au jour le jour dans une structure raciste. Enfin, je pose la question. Je pense que mon roman, enfin, j'espère, et dans ce genre d'ironie-là, j'essaye aussi de viser notre époque, sans m'y extraire pour autant. Je suis un homme de mon époque, comme Gilles a été un homme de son époque. C'est pas une excuse pour autant. Donc voilà, je pense que pour finir, je sais pas, je connais pas la question à fond, mais même parmi des grands défenseurs de la colonisation, des grands pourfendeurs de l'œuvre de Léopold II, comme Edmund Morel ou des gens comme ça, ils remettaient pas en cause la colonisation. Ils disaient, ils étaient plutôt pour espèce de libéralisme économique qui respecte plus ou moins le travailleur colonisé pour un développement économique. Mais je ne pense pas qu'à l'époque, je ne sais même pas à l'époque si peut-être que Blaise me contredira, si un intellectuel blanc qui a été anticolonialiste, je me pose la question. En tout cas, Blaise, dans votre roman, il y a un personnage blanc qui défend, on va dire, qui prend fait et cause là, notamment pour le Congo. Oui, mais ça rejoint ce que Paul disait, c'est assez facile, je le concède, pour nous de faire, non pas le procès, parce qu'il ne s'agit pas de faire le procès, l'histoire a fait le procès de la colonisation, certains ont le courage aujourd'hui d'en parler comme d'un crime contre l'humanité, pour reprendre le mot de Macron en Algérie, et d'autres utilisent des termes assez appropriés et pertinents aujourd'hui. Mais le fait est qu'effectivement, à cette époque-là, force est de constater qu'il n'y avait pas vraiment d'esprit qui prenait, même les esprits les plus progressistes de l'époque, ils ne prenaient pas l'abolition de la colonisation. Ils ne voyaient pas d'alternative en fait à la colonisation. Vous l'avez remarqué, Marie-André, au début Dans les ventres du Congo, je cite Victor Hugo, le discours qu'il prononce lors du 18e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, c'est qu'il dit ce qu'au 19e siècle, l'homme blanc a fait de l'homme noir un être humain. Au XXe siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Donc, on est quand même, et on parle là d'Hugo, de quelqu'un qui est quand même parmi les esprits les plus progressistes de son temps, qui s'oppose à ceux qui veulent rétablir l'esclavage et consorts. Et pareillement, du côté de la Belgique, les Edmond Morel, comme il a cité, les Sir Conan Doyle, qui vont entrer dans toute cette campagne pour faire cesser les crimes qui s'opèrent dans l'État indépendant du Congo, sont tous dans cette logique-là. Gide, pareillement, Gide dit, après avoir fait tous les plaidoyers qu'il fait à son retour du Tchad, il dit les dangers, ça serait que le colon perde son autorité par trop de familiarité avec le noir. Il est dit tel quel dans les livres, il dit il faut qu'il garde son autorité de maître, qu'il ne laisse pas trop je vais les citer pour ne pas le trahir. Il dit il faut certes s'intéresser aux indigènes, les aimer, mais s'ils sentent la faiblesse chez celui qui commande, et la bienveillance trop apparente sera toujours considérée par eux comme un manque d'énergie, le chef blanc, donc, cessera vite d'en être un à leurs yeux. Donc, c'est quand même des gens de leur temps qui ne voient pas, et loin de là, le nègre, le noir comme leur égal. N'empêche que dans cette faune blanche où les gens
considèrent l'indigène comme l'homme à assouvir, quitte à émettre un peu d'humanité. Et certains esprits sont plus élevés que d'autres, et certains prennent leur courage pour dénoncer les excès qui vont beaucoup trop loin. Et d'une certaine manière, on mettra toujours au crédit de Gide, de Conrad, le peu de lumière qu'ils ont apporté. Donc le point, c'était simplement de dire, mais si nous voulons les présenter pour l'ensemble de leur œuvre, soyons assez justes pour montrer aussi qu'ils ont construit à leur manière, même de manière incidente et peut-être pas voulue, l'image du noir inférieur dont nous sommes les héritiers et qui a construit aussi tout le reste que nous essayons de combattre aujourd'hui. Alors le personnage, pour finir, c'est lui dont je parle, c'est un personnage moderne qui a pu tirer les leçons, heureusement pour lui, Jeff l'Africain, pour ne pas le nommer, dans les ventres du Congo, qui a pu tirer la leçon de tout ça, qui a pu faire la synthèse, départager la part du mythe du blanc civilisateur et du mythe du noir sauvage à civiliser pour découvrir finalement que tout cela n'était qu'une supercherie au service du capitalisme et d'une domination racialiste et qu'aujourd'hui, on devrait casser ces codes. Ouais. Donc, l'aspect civilisateur, c'était, comment dire, des oripeaux derrière lesquels, c'était de purs oripeaux derrière lesquels se cachait de l'intérêt économique, etc. Donc, il y avait aucune dimension, j'emploie le mot avec des pincettes, civilisatrice dans l'entreprise coloniale? Non, je pense qu'il faut le dire, ça. Il faut, enfin, c'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Mais par exemple, en France, il y a trop. Et il y a encore, il y a toute une politique majoritairement de droite, mais je pense qu'on peut, enfin bon, on va dire qu'il n'y a plus beaucoup de gauche en France, mais majoritairement de droite, de centre, et on va dire jusqu'au Parti socialiste, qui vont tout le temps, voilà, essayer de remettre de l'avant des routes et des hôpitaux. Ouais. Mais des écoles. C'est pas, si on regarde dans des termes si on regarde les choses clairement, il s'agit d'une entreprise qui remonte pas qui existait déjà dans le temps, par exemple, pour l'Empire romain. C'est une conquête militaire qui toujours précède la conquête commerciale. On a ça dans un film, alors je m'en souviens plus, un film québécois qui s'appelle L'anti-leçon d'économie avec Bernard Maris, l'économiste de Charlie Hebdo, où il explique ça, que finalement le commerce a toujours été ce qui suit la conquête militaire. Donc on a une conquête militaire, puis un commerce qui est celui du dominant. Donc qui va, et dans le cas de la colonisation, le commerce du dominant a complètement fait fi des droits même fondamentaux des dominés, entre guillemets. Donc qu'ils aient éventuellement construit un hôpital ou deux, c'est pas, ça sauve pas la chose, ça sauve pas de l'agression première à des fins commerciales, comme ce qui est, hein, je le rappelle, donc le principe fondamental de l'expansion impérialiste. Donc il n'y a pas de civilisation qui compte pour moi, en tout cas, hein, c'est agression, domination politique et commerciale, voilà, c'est tout. Blaise Dallard, vous reconnaissez ou pas un apport civilisationnel de l'Europe, on va dire? Mon Dieu, que la foudre m'emporte si je devrais m'abaisser jusqu'à reconnaître quelque apport civilisationnel. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'Europe avait le monopole de la civilisation ultime à laquelle l'humanité entière devrait cheminer, et étant réfractaire à cela, elle était légitimement en droit de l'imposer? Certainement pas. Nous connaissons l'histoire, nous savons très bien qu'à côté des Européens, on est au Canada, à côté, les Mayas, les Incas, des siècles et des siècles avant, avaient imaginé des choses que les Européens d'aujourd'hui ne réussiraient même pas à faire. Une science inouïe. C'est valable pour les Arabes, les Perses, hein, qui connaissent les origines de l'astronomie, de la physique, saura ce que l'Europe doit aux Perses. Et ça peut se multiplier. Chez Anta Diop n'est plus, il nous a démontré aussi, malgré toutes les critiques et ce qu'on a pu dire, l'apport des civilisations nègres, comme il aimait à le dire, dans l'Égypte ancienne. Donc tout ça, c'était de la poudre aux yeux. L'entreprise était essentiellement celle de la conquête à des fins mercantiles, comme le disait Paul. Et cela est d'autant plus vrai encore dans le cas du Congo belge, parce qu'au départ, comme on le sait,
l'État indépendant du Congo n'est pas destiné à devenir une colonie de la Belgique, qui n'a pas les ambitions, qui n'a pas le moyen de s'offrir une colonie. C'est quand même le projet mégalomane d'un homme qui veut devenir riche et exercer une puissance sur des terres plus grandes, plus étendues que sa petite Belgique. Et lorsqu'il arrive, parce qu'il faut quand même se reconnaître qu'il faut beaucoup de toupet et beaucoup je sais pas, d'audace pour, étant un individu, roi fut-il, face à 12 puissances occidentales qui sont autant de pays, c'est taper quand même un pays 80 fois plus grand que son propre territoire. Donc, ce qu'il réussit à faire, lui, quand il prend sous son escarcelle l'État indépendant du Congo, c'est de vendre l'idée à tous ceux qui viennent chez Bismarck en 1884 qu'il pourra laisser le libre commerce sur le bassin du Congo tous ces jours-là. À partir du moment où il garantit à toutes ces grandes compagnies, à Charte et consorts dont parle André Gide, qu'ils pourront sans aucune taxe naviguer sur le Congo, faire le commerce, s'enrichir et lui laisser la paix, ben, le tour est joué. C'est comme ça que la France, qui a beaucoup plus de moyens et qui occupe le Congo-Brazzaville de l'autre côté, grâce à Savorgnan des Brazza, lui laisse la possibilité de pouvoir occuper l'autre rive du fleuve en sachant qu'ils pourront, rien ne les entravera, rien n'entravera le commerce. Donc, on voit bien que dès le départ, dès l'origine, le projet congolais, le projet de l'État indépendant du Congo, à l'image des autres projets coloniaux de par le monde, est un projet mercantile. On se retrouve là-bas, on se fait de l'argent, on a de la main d'œuvre libre encore qu'on va jusqu'à faire, à imposer le travail forcé. Donc tout ça repose sur du mercantilisme. Alors pour revenir à la question de la civilisation, si c'est au nom de la civilisation, ben, qu'on nous explique comment se fait-il que cette Europe civilisée qui prône des belles valeurs, pour le cas de la France qui a fait sa révolution et qui a une charte de droits et libertés promulguée en 1897, comment se fait-il que cette Europe-là, une fois arrivée au cœur de l'Afrique, impose le travail forcé, déshumanise les gens, un travail forcé qui va jusqu'à prendre en otage des hommes et des femmes, à leur couper les mains pour des besoins de production. Donc on n'en est pas là, il ne s'agit pas des civilisations, il s'agit de la barbarie, il s'agit pour terminer de ce que Aimé Césaire a appelé à juste titre l'ensauvagement de l'Européen sur le sol africain. Donc au fur et à mesure qu'il s'est lancé dans ce projet mercantile, eh ben, il descendait dans les valeurs qu'il croyait être porteurs et il devenait le sauvage qu'il croyait voir dans l'Africain. Ouais. Alors, vous avez compris de toute façon que la discussion porte, en partie, là, des dernières minutes, porte sur l'esprit, la mentalité de l'époque. Essayer de comprendre rétrospectivement à la fois les maquillages qu'on pouvait se donner, les illusions qu'on pouvait se donner, la bonne conscience ou pas qu'on pouvait se donner, cachant des réalités, je pense que tout le monde est d'accord, mercantiles et économiques d'abord. J'aimerais qu'on revienne à vos romans, qu'on n'a pas quitté vraiment, puisque ces sujets-là sont au cœur de vos romans, mais quelques mots. Les deux ont pour cadre la violence coloniale, justement. Paul Cazac, au 19e siècle, à travers la figure du jeune géomètre Pierre Classe, hein, je prononce bien, Classe? Oui, je dis Claes, mais il n'y a pas de, il y a pas de, Il n'y a pas de règle. Alors, il est chargé de découper le territoire. Blaise Dalla, à travers la figure d'une princesse de sang issue d'une grande monarchie du Congo précolonial, elle s'appelle, alors j'espère ne pas écorcher son nom, Tshala Nyota Moelo, qui finira exhibée dans le village congolais reconstitué à l'exposition coloniale de Bruxelles en 1958. Ça, c'est quelques éléments là, de l'intrigue que j'énonce là. Presque un siècle s'est écoulé entre le cadre de vos romans respectifs et la parenthèse, la plaie coloniale est toujours ouverte. Ma question, pourra-t-elle jamais se refermer? On va continuer l'alternance. J'ai pas de réponse en fait. Je prends la parole pour dire que j'ai pas de réponse. Non, mais ce qui me semble en fait, à mon niveau de réflexion, hein, qui continue toujours de changer, c'est que on peut pas, à mon avis, refermer totalement la parenthèse coloniale si on ne change pas, voire modifie très profondément, voire abolit
le capitalisme, ou en tout cas ces modalités ultralibérales, néolibérales qu'on a actuellement. Parce que si on donne toute puissance et c'est ce qui est en train de se passer, hein, à des compagnies pétrolières, minières, etc., qui ont des pouvoirs supra-étatiques. Donc, si, en gros, il n'y a pas une remise en cause de la propriété, on va dire, lucrative des moyens de production et de la financiarisation à outrance de ces propriétés-là, comment voulez-vous, avec toutes les bonnes intentions du monde, que ces géants-là, hein, qui sont maintenant plus grands que des États, hein, c'est clairement, qui ont des stratégies de dispersion internationale pour pouvoir finalement n'obéir à aucune loi, ne relever d'aucune loi, comment voulez-vous qu'ils disent on va arrêter de maintenir une partie du monde à genoux, voire la tête sous l'eau, parce que cette partie du monde-là a les richesses qui nous intéressent. Enfin, ça me paraît, il me semble qu'il doit y avoir des convergences. Hein. Après, c'est peut-être ma naïveté, comme je dis, c'est mon analyse en ce moment-là. Mais je ne pense pas qu'on puisse rester dans un monde capitaliste, on va dire ultralibéral, et croire que voilà, il va y avoir une émancipation, une fermeture et on va dire un soulagement des plaies, etc., une guérison longue et saine. J'ai du mal à y croire. Oui, mais on va entendre Blaise dans un instant, mais naïveté pour naïveté, on pourrait rêver à une reprise en main par les Africains, par les différents pays des ex-colonies, la reprise en main économique de leur destinée. Ça s'appelle nationalisation, enfin, ça a été pratiqué dans le passé et ça pourrait, je ne dis pas que c'est un bien, mais ça suppose de rester à l'intérieur d'un cadre capitaliste, mais simplement les leviers de pouvoir ont changé de main. Mais est-ce possible? C'est ce que je dis, naïveté pour naïveté. Oui, naïveté pour naïveté, Marie-André, effectivement, c'est pas possible du tout. Oui. Je vais dire, c'est souhaitable, mais l'expérience, l'histoire nous montre que ça ne s'est jamais, ou presque jamais passé comme cela. Faut-il rappeler la crise des Suez? Oui. Hein, quand Nasser avait nationalisé les canaux de Suez, on sait ce qui arrive. Hein. Mon Dieu, quels autres exemples je prendrais même au Congo, quand Laurent Désiré Kabila arrive et qu'il essaie de remettre sur la table la question de la dette du pays vis-à-vis des créanciers Belgique, États-Unis ou autres, on sait très bien que les choses s'écorcent très, très rapidement. Je pense que cette question de reprise de pouvoir économique est une question éminemment politique. Et les dés ont malheureusement été pipés dès le début. Parce qu'à partir du moment où la décolonisation se fait, au plan politique, tout est fait pour qu'au plan économique, les puissances du Nord continuent à avoir les moyens de contrôler les économies du Sud, donc de faire perdurer ce qu'on appelle aujourd'hui le néocolonialisme. Je vais prendre comme ça le cas du Congo encore une fois pour rester dans le sujet. On est à peu près 6 mois avant l'indépendance politique du pays. Les Belges, par un tour de passe-passe incroyable, réussissent à transférer tout le patrimoine, le portefeuille de l'État belge, du Congo belge, pardon, en Belgique. Il faut en sorte que par un décret qui est pris à Bruxelles, toutes les compagnies à charge qui vivaient là-bas et qui avaient leur siège au Congo transfèrent leur siège social en Belgique et tous leurs avoirs passent du jour au lendemain dans les poches de l'État belge, si bien qu'au moment où on arrive à l'indépendance en 60, le Congo hérite non seulement des caisses vides, mais d'une dette qu'il n'a en réalité pas contractée. Ça va déjà avoir des conséquences. Il y aura des négociations politiques, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça va être un contentieux que Mobutu reprendra dans les années 80, mais qui n'est jamais vraiment soldé. Mais on voit déjà dès le départ cette volonté manifeste de continuer à profiter de ces économies. Quand les autres États, Congo et autres, arrivent dans la scène internationale, ils arrivent dans des organisations internationales qui ont été pensées par les grandes puissances pour préserver leurs intérêts. Regardez la question de la réforme des Nations Unies. Depuis que Boutros Ghali en parle, eh bien, on n'y arrive pas parce que les leviers que ces puissances se sont ménagés, que ce soit au sein de l'ONU et de ses agences, que ce soit au sein de l'OMC, et qui leur permettent d'imposer leur agenda économique et d'avoir une mainmise complète sur les économies, les ressources premières du Sud, ces règles-là, ils ne sont pas prêts à les remettre en question. Donc, tout est protégé. Et quiconque, on l'a vu, dans le cas de la Libye, par exemple,
On peut parler du projet qu'a eu un certain Muammar Kadhafi, dont je suis tout sauf un adorateur. Hein, quand Mohamed Ali commence à sensibiliser, Muammar Kadhafi commence à sensibiliser l'Union africaine dans la perspective de se détacher des institutions financières de Bretton Woods et de doter l'Union africaine, les États africains d'une banque panafricaine qui pourrait financer finalement l'industrialisation du continent et leur permettre de ne pas être simplement cette terre extractive des ressources au service de l'Occident, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Il y a eu évidemment beaucoup de raisons qui ont été mises en avant, mais toutes les velléités des États du Sud et des leaders du Sud, c'est valable pour l'Afrique, c'est valable pour les Caraïbes, et pour l'Amérique latine, toutes les velléités des leaders du Sud qui ont tenté, un tant soit peu, de renverser le rapport de force pour reprendre le contrôle économique de leurs ressources, se sont heurtés à une main invisible et identifiable d'un Occident qui ne veut rien lâcher. La question du franc CFA, on pourrait en ajouter. On peut citer des exemples comme ça. Mais en dehors de la question économique, ce serait important de savoir qu'il y a d'autres terrains aussi où on n'avance pas et où la dimension économique n'est pas centrale. La question mémorielle notamment. Pourquoi n'arrive-t-on toujours pas, si on veut passer à autre chose, à enseigner l'histoire dans toutes ses facettes? Pourquoi, quand on va dans le lieu comme le musée des Tervuren, où je suis allé et dont je parle un peu dans le livre, on n'a pas accès à une connaissance qui permettrait aux jeunes générations de pouvoir, on va dire en canadien, challenger le modèle qui leur est proposé et l'histoire, le roman national tel qu'on l'a imposé dans les esprits. Ça aussi, c'est un autre chantier. Oui, mais ce chantier, alors la sortie du capitalisme n'est pas pour demain. Ce chantier culturel, mémoriel, dites-vous, n'est-il pas en train de se construire, de se bâtir dans le débat, sur la place publique, dans l'agonie, dans la lutte, mais il y a des signes, donc, que les remises en question se font. Ce n'est pas suffisant, Paul? Ah ben, non, c'est pas suffisant, sinon on le saurait. Mais bien sûr que par ailleurs, il y a, on peut dire, en tout cas, je peux assister, moi, en tant qu'Européen né dans les années 80, qu'il y a une dizaine d'années, c'était des questions qui étaient relativement absentes de ma vie et que dans les 10 dernières années, par exemple, la question de l'histoire coloniale est venue d'avant, est venue, d'abord, je l'ai aperçu venir au Québec, puis maintenant, je l'ai vu réapparaître en France. Je l'ai vu rejoindre d'autres questions. Par exemple, je pense des liens en France entre le comité Adama et des Gilets jaunes ou des choses comme ça, malgré des différences énormes qui ne les séparent. Et oui, bien sûr qu'étant mieux, hein, qu'il y a un progrès, une sensibilisation, et le but, c'est pas un pessimiste pour dire voilà, tout est foutu, mais c'est aussi un certain il me semble que, notamment, il y a une médiatisation de ces discours qui vise souvent à les séparer de leur réalité économique ou de leur réalité historique. Enfin, je veux dire, je pense qu'il faut toujours essayer d'avoir. Il y a une insatisfaction première, je pense, à avoir dans cette évolution, c'est-à-dire à toujours se dire je peux tenir les fils mieux, je peux essayer d'avoir une meilleure compréhension. Je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de supprimer un mot malheureux de la langue. On ne peut pas se satisfaire de quotas dans les comités de grandes entreprises. On ne peut pas se satisfaire d'un maquillage d'une situation historico-politique qui, elle, a une immense inertie et qui va être très dure à bouger. C'est ça que je veux dire. De même qu'on peut voir, à mon avis, un faux débat qui apparaître, hein, et j'ai encore lu là-dessus un faux débat entre des tenants d'une gauche qui serait entre guillemets identitaire, donc qui serait pour la défense des personnes racisées, de personnes LGBT, et puis d'une gauche qui serait pour la défense plus traditionnellement marxiste des ouvriers. Ça, c'est un faux débat, par exemple. C'est parce que quand on voit bien que le racisme, la notion de race a été apparue pour la traite négrière, la notion de race est complètement liée et de la matière même, de la matière commerciale qui va donner naissance au capitalisme moderne. Et donc, si on peut parler en toute modestie, c'est aussi un peu ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, hein, c'était, sans en faire une thèse, cette espèce de péché originel. Hein. Marx parle d'un péché originel quasiment pour l'accumulation primitive
qui est passé, du capitalisme qui est passé par la colonisation, en tout cas le pillage des richesses des pays colonisés. Mais il y a, par exemple, donc si on arrive, il faut absolument voir cette identité une et seule entre un problème du capitalisme et un problème du racisme, un problème aussi du patriarcat, etc., qui ne sont pas la même chose, mais sont extrêmement, extrêmement liés, voire parfois des problématiques uniques. Et je pense que ça sera le plus dur à bouger. Et je n'ai pas d'idée, hein, je n'ai pas de programme, je ne suis pas un politicien. Hein. J'ai une goutte d'eau dans l'océan de peut-être conscience citoyenne et de quelques efforts ici et là. Mais voilà, je pense que je me réjouis des avancées et à la fois, pour conclure cette longue tirade, et à la fois, je ne veux pas m'en satisfaire, me dire ça y est, c'est fait, on a plus de personnes racisées à la télé. Voilà, c'est comme le dit Blaise, on veut un enseignement historique profond, complet. Et par exemple, pour avoir cet enseignement historique profond, complet, comment veut-on le faire alors que les politiques néolibérales en Amérique du Nord et en Europe sous-financent l'éducation? Vous voyez ce que je veux dire? C'est inséparable. Lié. C'est ce que vous dites, c'est que tout est lié au fond. Oui, en gros, tout est lié. Mais surtout, quand on se satisfait d'une chose, dans le contexte actuel, il faut toujours se douter si on n'est pas le dupe d'une structure plus maligne qui nous fait regarder à droite quand elle veut à gauche essayer de nous vendre autre chose ou de nous apaiser par la bande. Et je suis le premier à être pris au piège, hein, je ne donne pas de leçons, mais je dis méfions-nous, qui était la devise de Spinoza, méfie-toi. Méfie-toi. Blaise Dallaire, comment réagissez-vous? Parce que, vous voyez, Paul, je ne sais pas vous, mais Paul a 2 ou 3 reprises employé l'adjectif racisé. Donc, le mot race, la catégorie de la race, fait un retour dans le débat. Comment réagissez-vous à ce retour d'un mot qu'on croyait, qu'on croyait à bannir, pas banni parce qu'on ne va pas être naïf jusqu'au bout, mais à bannir. Et là, on le voit réintroduit comme une catégorie légitime. Comment, par exemple, réagissez-vous à la catégorie blanche, qui est aussi une étiquette raciale, mais brandie par des militants antiracistes? Est-ce que ça, comment dire, ça annule sa charge explosive? Non, en fait, que moi, ce qui me dérange, en fait, en réalité, dans toutes ces questions, c'est la manière dont on lâche en quelque sorte la proie pour l'ombre, pour l'a dit un peu de cette manière, quand on essaye un peu de nous distraire en agitant quelque chose. Je suis absolument fasciné, mais en même temps alarmé par la manière dont des simples concepts, le fait que des gens disent blancs, racisés, tout ça, prennent autant de place sans qu'on ne veuille aller dans le fond de choses. Ce qui est arrivé sur la question dite de la race, c'est que les discriminations, les inégalités, les injustices sociales qui font surface et qui sont de plus en plus audibles aujourd'hui ont été souvent tues. On a trouvé des entourloupes, je parle surtout dans nos sociétés occidentales, dans nos démocraties du Nord, où cette question revient en force. On a trouvé diverses manières de les escamoter. Si je pense à des pays comme la France, on a pensé, on a décrété même qu'en retirant un mot de la Constitution, on réglait la question. On disait, Marianne, la République ne voit pas les couleurs, machin, on est tous enfants de la République, on revient à l'universalisme, puis la question réglée. On a pensé qu'on réglait la question de cette manière-là. On a refusé, par exemple, encore dans ce cas-là, de faire des recensements, des statistiques à caractère ethnique et comme ça, parce qu'on avait peur de la race. Mais ça, ce n'est qu'un mot. La race est une construction sociale. On sait tous aujourd'hui, je pense que même le plus con des gens, des individus dans l'extrême droite, c'est aujourd'hui que biologiquement, il n'y a qu'une race humaine. Je pense qu'on ne discute pas des évidences, mais on n'a pas voulu tirer les conséquences du fait qu'une fois qu'on a dit cela, on n'a pas réglé les inégalités de fond qui gangrènent nos sociétés. Alors, c'est que les gens qui reviennent aujourd'hui mettre ces questions, disent blanc, noir, racisé, nous disent, c'est que ce n'est plus possible de mettre sous les tapis la question dite de la race en disant c'est un tabou, ne revenez pas avec ces épouvantails, ça va encore diviser.
cet argument-là, il est archi faux, c'est de la poudre aux yeux, on ne l'achètera plus. On va nommer les choses, on va dire, si tu es noir, si tu es maghrébin, si tu es musulman et que tu es dans une société comme celle du Canada, de la France, de la Belgique ou autre, et que tu cherches un logement et que tu cherches un emploi et que tu veux avoir accès à la justice, tu n'es pas traité de la même manière que celui qui a la peau plus claire. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Quand le défenseur des citoyens en France dit oui, qu'il y a un racisme systémique dans la police française qui se manifeste par exemple par le contrôle, le délit de faciès, le contrôle de jeunes maghrébins noirs dans les grandes villes parisiennes, il n'est pas dans une question d'affabulation, de fantasme sur la race, il est dans la réalité sociologique et criminogène de son pays. Quand au Canada, nous nous battons et nous levons la voix en disant, après que le Premier ministre Trudeau a reconnu que le Canada pratique depuis des siècles le racisme systémique, nous voudrions que le Premier ministre de Québec prenne à bras le corps et dise que oui, le diagnostic est celui-là. On ne fantasme pas sur des concepts à jeter à la gueule du méchant raciste blanc. On parle de la réalité des millions d'individus invisibilisés, décrédibilisés dans leurs demandes de justice sociale parce que ces demandes-là s'inscrivent malheureusement sur des différentiels qui reposent aux apparences. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, plutôt que de discuter, est-ce qu'il y a une gauche identitaire, indigéniste, ceci, cela, qui revendique ça, allons droit au but. Est-ce que nos sociétés sont parvenues, comme on le souhaiterait, à une phase post-raciale où la question des apparences, des origines ethniques, tout ça ne compte plus? Si la réponse est non, alors ne nous voilons pas la face, attaquons-nous aux vrais problèmes, aux vraies discriminations qui se fondent, malheureusement encore souvent, sur l'apparence physique, sur la couleur de peau, sur l'origine, le lieu de naissance, ainsi de suite. Voilà un peu ce que j'ai à dire sur ça. Et au cours de ce processus il s'agit au fond de nommer la réalité, nommer les choses. Au cours de ce processus de prise de conscience, faut-il faire, que devient la dimension universelle, l'idéal d'universalité? Faut-il le sacrifier provisoirement et le retrouver à la sortie quand les sociétés seront entrées dans un autre état, on va dire? Non, je pense qu'il est consubstantiel à la quête dont je parle. Il est là, tout simplement. Tout ce qu'il faut faire, c'est éviter de l'utiliser comme un faire-valoir, comme un pensum, quelque chose d'incantatoire. Oui. Il est là et il est notre boussole. Il n'y a pas d'avenir sans universalisme. Une fois qu'on a dit qu'il n'y a pas de race, qu'il n'y a qu'une race humaine, ça veut dire qu'on est dans l'universel. Mais maintenant, il ne s'agit pas de continuer à le marteler. Il s'agit de faire en sorte que, comme société, ce que nous bâtissons, ce que nous faisons, la manière dont nous traitons l'autrui, nous traitons l'autre, aussi bien dans nos rapports interpersonnels, mais davantage dans le rapport que le pouvoir égalien s'exerce vis-à-vis des individus, quand l'État interagit avec l'ensemble de la communauté nationale, que dans les faits, cela se lise. Que ce ne soit pas quelque chose qu'on mettra sous le nez, je ne sais pas moi, de la femme musulmane qui va dire « mais j'arrive pas à trouver un emploi parce que je m'appelle Aïcha » et on va lui dire « toi encore, tu victimises, là, tu retournes dans ta religion ». Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de voir si objectivement, mise dans la même situation que Marie-Jeanne de Rimouski, elle a les mêmes chances, elle et ses enfants, à avoir sa place dans la société que nous bâtissons. Si elle a les mêmes chances, nous sommes dans l'universel. C'est-à-dire que nous ne l'avons plus vue comme Aïcha la musulmane. S'il y a un plafond, une barrière qui fait en sorte qu'elle n'ait pas les mêmes droits, nous avons beau dire que nous ne voulons pas entendre raciser et consorts, la réalité est telle que nous ne sommes pas dans l'universel. Nous sommes encore dans la petite chose, la petite différence visuelle qui va influencer nos perceptions et donc les décisions qui affectent nos vies. Messieurs, nous avons parlé d'économie, nous avons parlé de politique, nous avons parlé de société, nous ne cessons pas d'en parler, nous avons parlé un peu de littérature. Revenons à vos livres et à à votre élan premier au moment de les écrire respectivement, vos deux romans. Qu'est-ce qui vous motivait fondamentalement, Paul?
Vous avez parlé de romans d'aventure. Est-ce qu'il y avait un côté, parce que on remue depuis tout à l'heure des questions graves et importantes et essentielles qui pourraient faire oublier que vous êtes l'auteur de 2 romans, donc de la fiction avec la part, j'oserais dire, d'enchantement de la fiction là, qui n'est pas escamotée dans vos romans. Alors, moi, je veux savoir quelle était votre motivation profonde au départ. Donc oui, tout à fait. En ce sens-là que, bien sûr que il y a dans l'activité, enfin en tout cas selon moi, hein, dans l'activité créatrice, quelque chose qui relève d'un excédent et donc qui est pas nécessairement abordé à un engagement politique. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, l'impulsion première qui a été la mienne pour ce roman-là n'est pas du tout politique. Hein, je ne sais pas de quel ordre elle est. Elle est de l'ordre personnel, intimiste. Quelque chose qui déborde, voilà, c'est ça, l'imagination, la ludicité, la peur, l'angoisse, ça a été ça premièrement, et c'est un plaisir, hein, avant tout la littérature, et globalement, je pense que la politique, en tout cas une volonté politique d'égalité, pour le dire simplement, veille à ce que tout le monde puisse avoir accès à ce plaisir-là et à ce délassement-là, tout simplement. C'est-à-dire cette gratuité, cette apparente futilité-là, finalement, c'est le but. Pour moi, que je suis plus proche d'atteindre que de par ma situation sociale que bien d'autres gens. Donc oui, c'est ça, ça a été une pulsion romanesque. C'est un autre... j'avais envie d'écrire aussi un roman romanesque dans le sens que il m'apparaît parfois qu'on a une certaine conception très réaliste de la réalité, on va dire, au jour le jour, ou en tout cas même dans la littérature. La littérature québécoise contemporaine, généralement, est très réaliste. Euh, et je pense que déborder très ouvertement ce réel, puisque mon roman va directement dans la magie, permet simplement de questionner, hein, ce réel, quel est-il, pourquoi devrait-il s'imposer dans le récit fictif, alors que par définition le récit fictif pourrait tout à fait s'en affranchir, quel est le gain qu'on peut faire à sortir des bornes du réalisme, et ultimement, hein, on revient tout le temps aux politiques, malheureusement, enfin malheureusement et heureusement, même cet imaginaire, cette force brute de plaisir, de ludicité, pour moi qui remonte à l'enfance, est-ce qu'elle ne pourrait pas aussi elle-même participer à une prise, en tout cas, de parole politique? Moi, parce que je ne me considère pas ni comme militant, ni comme politicien, ni comme quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'il y a une dimension politique à mon roman. Mais comment cet imaginaire, in fine, aussi lui-même est à la fois, il me semble, à la fois un contributeur et pour moi, je pense, hein, aussi dans ma vision personnelle, une fin. Hein, ce droit à la gratuité, à l'imaginaire, à la ludicité, ça me paraît être une bonne définition de quelqu'un qui se trouve de choses à atteindre. Idéalement, si toutes les personnes sur Terre, là je parle vraiment idéalement, n'avaient pas à se soucier, voilà, de leur santé, de leur sécurité, de l'avenir de leurs enfants, et pouvaient jouir, voilà, de cet élan premier qui fut le mien et qui fut celui de nous tous et nous tout enfants, etc. Ça m'apparaît aussi comme une utopie. En ce sens-là, cette politique également. Blaise Dalla, sur quoi repose votre élan premier, fondamental, quand vous écrivez un roman et non pas un essai ou non pas un roman? Ce roman en particulier. Ce roman en particulier, parce qu'effectivement, ça va varier. Hein. Bien sûr. Ce qui m'a amené sur ce roman n'est pas exactement ce qui m'avait amené à écrire, par exemple, J'irai danser sur la tombe des Senghor, où je rendais hommage à un oncle féru de boxe, amoureux de la musique des Aïko Langa et tout. Non, ici, j'étais ailleurs. Hein. Je l'ai dit à certaines occasions. J'arrive à Tervuren devant la tombe de ces 7 Congolais inhumés après avoir été exhibés en 1897 lors de l'exposition universelle où ils avaient été ramenés du Congo. Et là, donc, je suis estomaqué. C'est une histoire que je ne connais pas. Et moi qui aime beaucoup l'histoire et qui ai une fascination qui remonte à l'enfance également sur le roman d'aventure, le roman à saveur historique, et moi qui ai cette conscience à quel point l'histoire du Congo, avec ses plaies, ses fémurs, ses parts sombres et d'une richesse inouïe
et d'une esthétique, même en tant que créateur au niveau de l'art, d'une esthétique incommensurable. Je me dis, mais on a là une matière absolument inimaginable de ce qu'on pourrait en faire au niveau de l'art. Donc, je dis, mais d'une part, ça serait fascinant de s'amuser à donner vie à ces personnes. Bon, évidemment, je vais remonter à 1958, à Expo 58, mais je trouvais ça au niveau intellectuel, je voyais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement beau, une sorte de défi ludique à se lancer en essayant de donner vie, d'inventer des destins derrière ces personnes que l'histoire avait oubliées. Et puis, bon, on revient toujours à la politique parce qu'on n'y échappe pas sur ces terrains-là. Je me disais également que c'était quand même assez dommage que pour ces âmes et celles qui leur ressemblent, qui sont dans le ventre sombre de l'histoire du projet colonial, il n'y ait pratiquement pas de mémoire ni au Congo et a fortiori en Belgique. Que les Belges n'aient pas rendu hommage, vraiment laissé place dans le roman national à ces gens était une chose, mais même que du Congo d'où je venais, on n'en ait jamais mentionné, on n'en ait jamais fait mention, et qu'il n'y a rien qui rappelle à notre souvenir sur part sombre de notre histoire commune avec la Belgique. Ça, c'est venu me chercher. C'est vraiment la rencontre donc de ce besoin d'esthétisation d'une période douloureuse et aussi, en quelque sorte, d'essayer de colmater le brèche d'un silence entretenu de deux côtés de la Méditerranée qui m'a amené finalement à porter pendant une dizaine d'années ce projet pour le rendre sous la forme de ce roman-là. Oui, vous avez dit tous les deux à quelques intervalles, on revient à la politique, on n'y échappe pas, ou on revient à l'économie ou à la société. Quelle est la spécificité du roman? Quel est l'apport spécifique, le regard spécifique du roman sur ces sujets qui vous rattrapent et qui rattrapent le lecteur aussi? Le roman traite de la vie, mais quelle est sa force et sa spécificité? L'invention, la part ludique qui peut-être qui permet une sorte de proximité avec le lecteur, hypothèse. Pour ma part, ce serait bon. Certes, il y a cette part ludique, mais aussi qui est un petit peu l'essence, hein, ce qui fait qu'on va lire le roman jusqu'à la fin, comme on se rendrait jusqu'à la fin d'un parcours si on a cette essence en voiture. Et il me semble aussi que c'est la polysémie. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, je retrouve. C'est pas un essai, on ne dit pas voilà, parce que moi, j'en sais rien, c'est quoi qu'il faut faire ou c'est quoi qu'il faut dire. Mais j'ai des sensations, j'ai des sentiments, j'ai des intuitions parfois qui me dépassent. Je peux problématiser et surtout faire réfléchir, éventuellement, avec un peu modestement, des personnes qui me lisent. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Blaise Ndala, hein, parce qu'on peut avoir. Il me semble que, par exemple, le roman de Ventre du Congo est beaucoup plus nuancé et complexe que la prise de position politique du monsieur Blaise Ndala dans la vie. C'est-à-dire que monsieur Blaise Ndala dans la vie va défendre de façon très franche et on va dire nette le droit des pays, des ex-pays colonisés, les droits des pays, des personnes, les droits moraux et politiques des personnes racisées, etc., sans concession, comme il dirait, je préférerais être touché par la foudre que de reconnaître un seul aspect civilisationnel, tandis que dans son roman, il va prêter voix aux colonisateurs. Vous voyez, c'est-à-dire que et ces colonisateurs, dans son roman, ils vont apparaître humains. Et là, on va se dire, c'est des humains. Effectivement, c'est complexe. Et le roman va permettre d'absorber cette complexité, de peut-être prendre le temps de la digérer, précisément, éventuellement par la ludicité. C'est peut-être la ludicité, c'est peut-être le suc gastrique intellectuel de cette digestion. Là. C'est ça que... Donc... c'est ça, pour moi le roman c'est aussi un essai tout simplement, mais un essai qui ne donne pas de réponse, qui passe par des chemins de traverse et qui laisse la liberté à qui le lit ensuite de prendre la décision qui lui appartient. Blaise Ndala, vous êtes plus nuancé en romancier qu'en citoyen ou qu'en essayiste? C'est ce que dit votre camarade là, c'est ce que dit Paul. Je parle pas de nuance, je veux dire, j'appelle pas une nuance, j'appelle pas à des concessions à l'apport civilisationnel. C'est ça que je dis. Je dis qu'il donne la parole
à la complexité de la vie. Il donne la parole à ses adversaires, tout simplement. Mais vous dites qu'il est moins carré, moins net dans le roman, parce que donc plus complexe. Oui, forcément. Blaise Dalla, réaction. Oui, mais je prends ça comme un très bon compliment, en fait. Je pense que c'est pour ça que ma vie de juriste ne me suffit pas. Si je franchis la littérature pour régler les déséquilibres intérieurs que j'ai, les doutes, les angoisses, les exaspérations, je vais y arriver, c'est aussi parce que, voilà, il me faut un espace qui laisse place à toutes ces nuances, à cette complexité-là. Et je pense que le roman, comme il l'a dit, hein, il a très bien dit, donne vraiment, vraiment les outils pour cela. Un roman ne s'écrit pas avec une vérité qu'on vient enfoncer dans la gorge du lecteur en disant, voilà, pour ce qui est de la colonisation, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est ce que tu dois prendre. De toute façon, en ce moment-là, la rencontre ne se fait pas. Il parlait de marcher ou de rouler jusqu'à la fin du roman. Si on part de cette manière-là, avec de telles prémices, évidemment, on va être lâché par le lecteur. Il ne va pas être intéressé à ce qu'on puisse penser à sa place. Et donc, la polysémie du roman, le fait qu'il y ait autant de voix et autant d'êtres complexes, et j'essaie en tout cas de le rendre le plus complexe qui soit, permet à ce que cette réalité qui est mienne, cette vision qui est mienne, ne soit pas une vision monolithique de la condition humaine. Que à travers les personnes que je crée et les voix le destin que je leur prête et les voix que je leur prête, le lecteur puisse avoir le monde sous différents angles. Donc, comme il le disait, pour prendre cet exemple-là, que mon colon Marc Desgrouffes, qui est collectionneur d'art à Kinshasa et qui croit intimement à la colonisation, puisse nous dire pourquoi il pense que c'est un projet défendable. Il faut qu'il le dise. Sinon, nous ne comprenons pas la bête qui est dans le fond de chaque colon. Et que pour la princesse qui se retrouve dans cette relation assez complexe avec un colon dont il sait pourtant qu'il est de l'autre camp, il est du camp de l'ennemi, que nous comprenions aussi quelles sont ses motivations, quels sont ses sentiments, ses émotions. Ouais. Je pense que ça, le roman le rend très bien et je pense que c'est surtout pour cela que j'estime qu'à la différence d'un essai classique, il me donne la possibilité d'apparaître comme je suis, quelqu'un qui pose des questions, mais qui n'a pas forcément les réponses, mais qui certainement invite à ce qu'ensemble, peut-être, nous puissions allumer ce feu au bout duquel nous pourrons voir ce qui pourrait ressembler à la vérité, si vérité il y a. Ouais. Et dernière question, est-ce qu'il n'y a pas un trait commun entre vos deux romans qui serait la filiation en quelque sorte? Pierre Claës et son père, dans le cas du roman Ténèbres, et puis Francis Dumont et son père aussi, dans le cas de votre roman Dans le ventre du Congo. Donc la filiation, l'entreprise coloniale aurait-elle aussi quelque chose à voir avec le patriarcat? Vous aurez 30 secondes chacun pour y répondre. C'est ça le défi. Oui, clairement, hein, parce que la société occidentale qui a mis en place le capitalisme colonial est une société patriarcale depuis, on va dire, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Donc, inévitablement, oui. Et donc, ça voudrait aussi dire que, mais je pense qu'on a plus qu'un, enfin, voilà, on a ce point commun là, mais finalement, puisque la colonisation déploie un paradigme patriarcal, le fait d'en parler l'amène ce paradigme. Mais il me semble peut-être qu'il y a une sensibilité chez les deux écrivains qu'on est à la question du père, d'une certaine façon. Je dirais directement dans la littérature, je penserais plus prononcé dans ce que je manifeste en littérature, mais qu'on retrouve également chez Blaise, où figure de père ou figure d'oncle, hein, figure tutélaire masculine, rapport à la transmission. Ouais. On a aussi des figures dans ces autres livres, hein, de figures masculines érudites, figures masculines humanistes, figures masculines qui portent des valeurs, qui vont la transmettre, etc. Autant que d'autres figures plus sombres. Oui. Et donc, voilà. Blaise Dalla, 30 secondes. Filiation, patriarcat? Patriarcat, très certainement. Je ne contredirai pas Paul, loin de là. Un exemple, voilà. La France, ancienne puissance coloniale, donne le droit de vote aux hommes en 1848, exactement. Et puis, les femmes en France vont voter en 1944.
Dans le cas de la Belgique, la Constitution de 1830 ne donne pas le droit de vote aux femmes. Les femmes votent en 1944, un siècle plus tard. Vous vous rendez compte? Donc, comme il l'a dit, le projet colonial est un projet d'hommes. Les hommes qui vont en colonie, c'est souvent des hommes qui vont seuls. Dans l'État indépendant du Congo, il n'y a pas de place pour la femme. La femme ne vote pas au Parlement belge lorsque la colonie passe de Léopold II à la Belgique. Elle n'a pas voix au chapitre. Et lorsqu'on est à Expo 58, puisque j'en parle dans le ventre du Congo, les femmes les plus haut placées sont des stewards, des serveuses, des guides. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit sous la colonisation? Des hôtesses dans le site de l'exposition aussi. Mais merci de me passer le mot, Idoine. Donc, c'était des hôtesses. Oui. Vous vous rendez compte? Donc, c'est un monde très patriarcal, c'est un projet d'homme, c'est un projet de mâle, c'est un projet viril, sur fond évidemment de toute cette entreprise coloniale. Et donc, de ce point de vue, la question s'est réglée d'elle-même par l'histoire. Oui. Alors, la question de la transmission, elle est centrale. C'est pour ça que, vous voyez, il y a ce rapport entre, d'une part, la princesse Nyota qui rencontre au grand-père, et surtout, dans le cas de Dumont, cette mémoire tue, c'est passé qui a été mis sous silence par la génération de ceux qui ont construit ces eaux humains au cœur de l'Europe. Ce silence-là, il aspire, en tout cas, on aimerait qu'il soit brisé une fois que la transmission aura été faite, opérée, réussie par la génération d'aujourd'hui, qui est celle de Francis Dumont. C'est un peu tout le message qui clôt le roman. Oui. Messieurs, vous savez qu'il va falloir s'arrêter là parce que c'est bien dommage, mais heureusement, il reste vos livres. Je crois que ceux qui nous regardent auront compris toute la richesse, l'intérêt et le plaisir de lecture que procurent vos deux livres. Je le rappelle, donc Paul Cazac, Ténèbres, paru à La Peuplade, Blaise Dalla, Dans le ventre du Congo, chez Mémoire d'Encrier. Voilà, je veux bien le cadrer. Je vous invite, j'invite le public. Alors d'abord, merci d'avoir été là, d'avoir été généreux de la parole et des idées. Et j'invite donc les auditeurs, les téléspectateurs à poursuivre leur exploration de la programmation du Festival littéraire Métropolis Bleue. Il y a 2 autres rencontres conçues autour des premiers romans dans le cadre du partenariat de Métropolis Bleue avec les rendez-vous du premier roman et le Festival du premier roman de Chambéry. Et puis Blaise Ndala, vous participerez à un débat avec Souleymane Bachir Diagne, le philosophe Souleymane Bachir Diagne. C'est aussi dans le cadre de Métropolis Bleue. Tous les détails sur le site. Vous n'avez, les gens qui nous écoutent n'ont qu'à se mettre à leur clavier et à regarder. Donc, ici, Marie-André Lamontagne, à très vite. Donc, merci d'avoir été là. Excellente fin de journée à tous.